Bonjour à toutes et à tous. Merci au président, à sa directrice de nous avoir invités pour cette journée qui effectivement me semble particulièrement importante. On parle beaucoup du changement climatique, mais je voulais partager avec vous des éléments qui ont été traduits dans notre plan d'adaptation au changement climatique, qui a été validé en juillet 2018 déjà, là-dessus par le comité de bassin, à l'unanimité, ce qui veut dire que ce qui est ressorti de ces éléments a été vraiment partagé par tous les acteurs de l'eau du bassin d'Haut-Garonne, que ce soit les élus, les usagers de l'eau, acteurs économiques, acteurs non économiques, associations, et bien évidemment services de l'État. Donc, cette première diapositive qui reprend un petit peu sous une autre forme ce que Pascal Livinec a présenté en termes de cycle de l'eau. Et sans rentrer dans le détail, vous retrouvez effectivement les phases assez classiques, mais pour vous montrer que le changement, qui est plutôt un dérèglement climatique, à l'horizon 2050, influe sur beaucoup de paramètres qui, au final, pour l'agence de l'eau, se traduit au niveau de la ressource en eau, alors qu'elle soit dans les cours d'eau, mais aussi dans les eaux souterraines. Juste peut-être revenir sur quelques éléments, parce que ce n'est pas toujours évident et on se rend compte que maintenant, s'il n'y a plus trop de climato-sceptiques, en tout cas, ils n'osent plus trop s'avancer là-dessus, il y a quand même des questions qui se posent régulièrement dans la mesure où les modèles qu'on a aujourd'hui montrent, c'est ce que vous avez sur la partie haut à droite, pas d'évolution sensible du cumul des précipitations en eau. Donc on pourrait se dire, globalement, finalement, pas de grande différence en termes de précipitations. Donc pourquoi y aurait-il un effet sur la ressource en eau ? C'est que finalement, le lien n'est pas fait aussi naturellement que ça avec ce qui caractérise et ce dont on parle le plus, à savoir de l'augmentation de la température de l'air. Température de l'air qui, de facto, influe sur l'évapotranspiration, donc sur les besoins qu'on a en termes d'eau pour les plantes, mais aussi pour tout ce qu'on retrouve on va dire, dans la nature. Et donc, tout ça, cumulé, donc augmentation de l'évapotranspiration malgré une cumul qui est à peu près sensible, le même, une baisse des débits des cours d'eau. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est plus que sensible puisque c'est entre 20 et 40% de débit des cours d'eau en moins sur l'année et jusqu'à près de la moitié de moins des débits en période estivale. Je reviendrai là aussi sur les implications que ça a concrètement sur différents compartiments de l'eau. Si ce cumul annuel est globalement identique, par contre, ce qu'on voit dès aujourd'hui, on s'en rend compte, c'est que ces précipitations se font très différemment et se feront demain très différemment dans l'année. C'est-à-dire qu'on va vivre des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, beaucoup plus précoces en début d'année, et par contre, on aura des épisodes pluvieux très intenses, caractéristiques de ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui avec des inondations très importantes, avec tout ce qu'il peut y avoir comme atteinte sur les biens et sur les personnes. Voilà un petit peu ce qu'on peut revenir en termes macro sur les principales modifications qu'on va voir venir et qu'on voit déjà au jour d'aujourd'hui, puisque le changement climatique, ce n'est pas quelque chose, on va dire, qu'on intellectualise, mais bien que c'est quelque chose qu'on vit dès aujourd'hui sur nos territoires. Donc là, vous avez deux illustrations. C'est l'augmentation de la température qui est globalement de plus 1 degré sur les 60 dernières années et qui se traduit, on va dire, très concrètement dans notre vie au quotidien sur la végétation notamment. Et là, j'ai pris cet exemple parce que on est aussi dans un pays de vignobles, sur justement les dates de vendange qui ne s'apercevaient, mais c'est entre 1950 et une projection à 2100. Et en ordonnée, vous avez les dates de vendange qui, dans les années 50, étaient plutôt fin septembre, début octobre, et où on voit dès aujourd'hui qu'on est plutôt à début septembre, et avec des projections où on sera plutôt sur fin août.
ce qui pose d'autres problèmes aussi, avec les cépages, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, voilà, cette augmentation de température, très concrètement, se voit, on le voit aussi dans les modifications des paysages, sur aussi les espèces végétales qu'on peut retrouver en plaine, mais aussi en montagne. Notre plan d'adaptation au changement climatique, il a voulu d'abord s'appuyer sur, on va dire, un état des lieux, un diagnostic qui soit le plus, on va dire, solide scientifiquement. Et donc, ce n'est pas les agents de l'Agence de l'eau qui ont travaillé à ces données. On s'est appuyé sur Météo France, sur les projections démographiques avec l'INSEE. En tout cas, on s'est entouré avec tous les chercheurs autour de notre conseil scientifique pour justement étayer les données que je vais vous présenter. Donc là-dessus, vous le voyez, je vais aller très vite, mais c'est par rapport aux températures et aux projections en 2050, où on voit que sur notre bassin Adour-Garonne, qui est, il faut le dire au niveau français, celui qui est le plus sensible au changement climatique, je reviendrai dessus, vous verrez sur certains paramètres, c'est là où il y a le plus d'impact attendu des effets de ce changement climatique. Et alors, je ne vais pas vous rassurer non plus, parce que sur ce bassin Adour-Garonne, c'est bien le sous-bassin du Tarn-Aveyron qui, là aussi, va subir le plus d'effets de ce changement climatique, cet effet de méditerranéisation qui arrive du sud-est et qui touche en premier lieu, et tout particulièrement le bassin Tarn-Aveyron. Là, vous le voyez, donc du coup, c'est des illustrations avec des projections à, vous voyez, entre plus 2, plus 3 degrés, selon les saisons, sachant que lorsqu'on a réalisé ce travail, c'est déjà il y a quelques années, et on voit bien qu'on était sur un scénario médian qui aujourd'hui, on va dire, n'est pas celui qui est dans la réalité. Donc, on va dire que ces projections sont plutôt optimistes par rapport à la trajectoire aujourd'hui dans laquelle on est. Je ne suis pas venu pour saper le moral, parce qu'après, je vais parler des... On peut agir, comme l'a dit le président. Il y a des moyens de travailler pour justement que ça ne soit pas une catastrophe et qu'on arrive à garder une dynamique sur ces territoires. Chose importante qui n'avait pas forcément été regardée les premiers temps, et là je laisserai après Lionel Aletto développer sur toute la partie sol, mais je crois que c'est important aussi, nous, d'avoir, on va dire, musclé un petit peu notre plan d'adaptation au changement climatique, avec cette approche aussi sur les sécheresses des sols. Donc là, vous le voyez, c'est l'été et c'est l'hiver. Alors vous allez me dire, tiens, c'est marrant parce que les fréquences de sécheresse, on les voit plus fortes même sur l'hiver. Mais justement, c'est une des caractéristiques où on voit que ce changement climatique, ce dérèglement climatique, ne va pas nous impacter que l'été, mais également aura des effets sur l'hiver. Et quand on parle de sécheresse des sols, bien évidemment, il y a l'implantation, il y a des semis aussi agricoles qui se font en hiver ou juste avant l'hiver. Et donc, on voit qu'il pourrait y avoir demain des problématiques justement sur l'implantation de ces semis en lien avec cette sécheresse du sol. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi concrètement dans ce qu'on a pu sortir? Alors là, vous avez une échelle non pas bassin Adour-Garonne, mais nationale, et vous voyez bien que le Grand Sud-Ouest, on va dire, le bassin Adour-Garonne, sur la partie droite, qui montre la diminution des débits dans nos cours d'eau, plus c'est rouge et plus ça veut dire que la baisse est importante, eh bien nous avons notre Grand Sud-Ouest qui est particulièrement impacté. Vous le voyez, on aurait pu se dire, le Sud-Est, côté bassin Rhône-Méditerranée-Corse, il y a moins de données, mais il bénéficie des Alpes qui amènent aussi, et puis je ne sais pas, peut-être dans les débats on en parlera, aussi de grands ouvrages, de grandes structures, Serre-Ponçon, 2,5 milliards de mètres cubes qui sont stockés, et tous les aménagements qui ont pu être faits par le passé pour justement disposer d'une eau et d'être aujourd'hui juste dans une gestion, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui parce que nous ne sommes pas aussi bien sécurisés en termes de ressources en eau que nos voisins. Sur la partie gauche, je vous disais aussi les eaux souterraines. Et là, vous avez une représentation qui vise à montrer qu'est-ce que pourrait être la baisse ou la hausse de recharge des nappes, c'est-à-dire le renouvellement de l'eau
pour se dire quelle disponibilité demain en eau sur les eaux souterraines, parce qu'on a souvent entendu dans les premiers temps en se disant mais c'est pas grave, il n'y aura pas d'eau dans les rivières, peut-être, mais on ira chercher sous nos pieds parce qu'il y a de l'eau. Bon, non seulement il y a peut-être de l'eau sous nos pieds, mais nous avons énormément de grands aquifères qui sont aujourd'hui en déséquilibre et plutôt justement à protéger qu'à aller surexploiter. Et vous voyez que vous avez entre des baisses qui iront de 20 à moins 50% en termes de recharge. Donc une veille vraiment à faire sur l'utilisation des eaux souterraines et plutôt donc à la pas sanctuariser, mais en tout cas à la garder de façon privilégiée pour des usages d'eau potable plutôt que d'autres usages moins stratégiques. Ce qu'il y a aussi par rapport à ça, avec ces problèmes d'infiltration, je disais des précipitations importantes, là aussi peut-être Lionel y reviendra, c'est l'intensification de ces pluies qui amène un gros problème d'érosion. Alors là, je ne vous ai pas mis une carte là-dessus, mais déjà dans notre sud-ouest, c'est là où il y a le plus d'érosion des sols, et donc le perte du capital sol pour les agriculteurs, mais aussi du coup des matières en suspension qu'on retrouve dans les milieux aquatiques, avec les problèmes qu'on peut avoir de colmatage des fonds, et donc des problèmes sur la vie aquatique. En quelques... C'est mieux que du texte, hein. Qu'est-ce que concrètement on le voit en termes de résumé? C'est des étiages qui sont plus sévères, plus longs, notamment sur la partie pyrénéenne où on va voir apparaître des changements de régime de nos rivières. Aujourd'hui, par exemple, la Garonne est naturellement réalimentée par la fonte des neiges au début du printemps, ce qu'on appelle un régime nival. Et avec la diminution de la neige, dans les Pyrénées et puis dans tous les massifs montagneux, demain, on va avoir une transformation de ces cours d'eau qui vont revenir sur un régime qu'on dit pluvial, c'est-à-dire plus lié à la pluie qui tombe ou qui ne tombera pas. Et donc, c'est ça qui va se traduire sur des étiages plus sévères, plus longs, parce que le printemps ne sera plus alimenté par la fonte des neiges. Et donc, on peut s'attendre un peu partout sur nos territoires, puisqu'on a aussi Massif central, les Pyrénées, des étiages beaucoup plus précoces. 20 à 40%, je n'y reviens pas, et la surexploitation des eaux souterraines, là non plus. Le problème de la baisse des débits, c'est pour ça... C'est une illustration importante parce que le quantitatif est très lié au qualitatif. C'est assez intuitif, hein, quand on dit qu'il y aura, par exemple, l'été, 50% d'eau en moins dans nos cours d'eau. Si on ne fait pas des efforts sur la réduction des pollutions qui vont aller à ces cours d'eau, il y aura une concentration plus importante là-dessus avec tous les effets en chaîne qui pourra y avoir. La température de l'air va amener, et ça c'est vérifié aujourd'hui, on a des retours d'expérience sur la sécheresse de 2003 où on a des pics de consommation d'eau parce que alors quand on dit eau potable consommée, c'est pas forcément qu'on boit beaucoup plus d'eau, mais on prend plus de douches, on se lave plus, et du coup vous le voyez, il y a une incidence très forte et un lien très fort, une corrélation entre l'augmentation de la température, ces périodes de sécheresse, et la consommation en eau potable. Je reviendrai juste après, ou tout de suite, sur les problématiques aussi d'eau potable en termes de traitement. Pourquoi? Il y a un lien très fort aussi entre la température de l'air et la température de l'eau. Donc vous le voyez sur le diagramme en haut, ça c'est ce qu'on peut suivre. Ça fait plus de 40 ans qu'il y a un suivi dans l'estuaire de la Gironde, qui est un peu finalement le réceptacle de tout ce qui se passe sur le bassin d'eau-Garonne, avec cet estuaire qui est important puisqu'on est le seul bassin à Dour-Garonne, avec la Garonne, à recueillir encore l'ensemble des grands migrateurs de toute l'Europe de l'Ouest. Donc il y a un enjeu particulier d'avoir une eau de qualité dans cet estuaire très forte. Or, on a déjà des problèmes de température. Vous le voyez, le bleu, c'est la température de l'eau, le rouge, la température de l'air. Et donc on a un équilibre qui se fait entre la température de l'eau et la température de l'air, avec une augmentation, vous le voyez, entre 1900, les années 80 et aujourd'hui, c'est même pas 2020, c'est 2014, une augmentation de près de 1,5, presque 2 degrés
au niveau de l'eau, ce qui a derrière des implications très fortes sur les populations de poissons qui acceptent. Avec cette augmentation de la température de l'eau, dont le président a parlé tout à l'heure, c'est derrière des effets bien sûr sur la biologie, les animaux ou les végétaux qu'on peut retrouver dans les cours d'eau. C'est ce que je vous ai indiqué dans un premier temps, mais c'est aussi une augmentation de l'eutrophisation avec la possibilité de voir apparaître de nouvelles bactéries et en particulier aussi des cyanobactéries. Et là-dessus, il y a un vrai risque aujourd'hui qui peut se voir. Sur les gorges du Tarn, on connaît ces développements de cyanobactéries où il y a eu justement la production de toxines. Alors toxines qui est justement toxique pour les animaux mais aussi pour les humains. Il y a eu des morts réguliers de chiens sur la partie amont, mais il y a un vrai risque aujourd'hui qui est regardé avec possiblement des problèmes sur l'alimentation en eau potable, ou s'il n'y a pas de problème sur la distribution de l'eau, c'est parce qu'on aura mis en place des niveaux de traitement. Et pour vous dire, le président de notre conseil scientifique qui travaille dans ce domaine a montré que dans des secteurs où il y aurait un vrai problème et de diminution d'eau et des problèmes de pollution, l'augmentation du prix de l'eau au mètre cube pourrait être de 2 à 3 euros du mètre cube, c'est-à-dire globalement par rapport à la moyenne sur l'eau potable du bassin, c'est doublé le prix de l'eau. Donc on voit là encore ce lien très fort entre la quantité et la qualité de l'eau pour assurer des usages demain à un coût qui reste raisonnable. Là-dessus, un petit résumé. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, comparativement à nos amis de Rhône-Méditerranée-Corse, pas très loin d'ici, où il y a une sécurisation de l'eau par différents ouvrages, différents stockages qui ont pu être mis en place, on n'a pas la même assurance, qui fait que nous avons déjà un déficit aujourd'hui qui est de l'ordre de 200 à 250 millions de mètres cubes à l'échelle du bassin Ando-Garonne. Si on ne change pas, et là je dis bien, si on ne changeait pas, ça veut dire toute chose égale par ailleurs par rapport au débit et le DOE, c'est ça, le débit qu'on se fixerait dans un cours d'eau, ce qui me semble utopique à vouloir maintenir en l'état, vu les changements. Mais si on gardait ça, le déficit passerait à plus de 1 milliard de mètres cubes. Donc les chiffres, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Ça, c'est pour montrer que, voilà, si on n'agit pas, si on ne fait pas des choses, et on va l'aborder, on va se retrouver dans une situation où on va avoir un problème pour les cours d'eau, mais de façon générale, un problème pour l'aménagement de notre territoire et de maintenir cet équilibre entre le bien vivre et aussi du développement économique sur notre bassin Ado-Garonne. Parce que les projections en termes de population montrent aussi que on va prendre 1,5 million à peu près d'habitants à l'horizon 2050. Donc ça, c'est les projections de l'INSEE. Alors, avec très grosse majorité de populations qui vont être sur l'axe de la Garonne et sur la façade atlantique, ce qui s'est vécu il y a des années précédentes sur la façade méditerranéenne. A priori, des projections montrent que c'est sur la côte atlantique où on aurait beaucoup de choses. Donc Garonne, façade atlantique, 1,5 million de personnes en plus. Et avec ce bilan, vous le voyez, 90 milliards de mètres cubes par an qui tombent sur le bassin Ado-Garonne, 90. Mais aujourd'hui, la plus efficace, c'est-à-dire quand on enlève l'évapotranspiration, ce qui s'en va, on est à 35 milliards aujourd'hui. Et à l'horizon 2050, on passerait à 25 milliards de mètres cubes, donc il y aurait 10 milliards qui repartiraient en termes d'évapotranspiration. Donc voilà un petit peu des chiffres qui donnent des ordres de grandeur. Le PACC, donc au-delà des constats et des enjeux, il a voulu aussi regarder ce qu'il faudrait mettre en place, sur quoi il faudrait travailler pour relever les défis de ce changement climatique. Et donc il a abordé sur 4 thématiques, je le disais, quantité-qualité qui est extrêmement liée, la problématique des milieux aquatiques et les risques, on l'a dit tout à l'heure, parce que les inondations risquent d'être plus intenses d'eux-mêmes. 4 objectifs ont été abordés dans ce PACC, c'est trouver ce nouvel équilibre entre usage et ressources dans le temps et dans l'espace, je le disais, pour arriver à maintenir, on va dire, ce que je disais, activité économique et garder cette biodiversité qui est quand même relativement riche sur notre bassin Ado-Garonne, en passant par la réduction des pollutions à la source, c'est ce qui est dit, qui est appelé de solutions un petit peu sans regret, réduire ces pollutions à la source et les traiter, que ce soit dans le domaine domestique, dans le domaine industriel et également dans le domaine agricole sur les pollutions diffuses.
Renforcer la résilience des milieux naturels, c'est tout ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Bon fonctionnement des milieux aquatiques aussi. Alors quand on parle de sols vivants, c'est sols en milieu urbain, avec le problème de l'imperméabilisation des sols, mais aussi les sols agricoles avec les problèmes d'érosion. Et les risques naturels, effectivement, qui rejoint aussi la problématique du bon fonctionnement des milieux aquatiques, notamment sur les zones d'expansion de crues. 7 thèmes que je vais balayer rapidement. Vous le voyez, ça va de prise de conscience, je crois qu'on est bien avancé là-dessus, sur la gouvernance pour pouvoir mettre en place les actions et ensuite différents thèmes d'intervention. Prendre conscience, on est là pour ça aussi aujourd'hui, mais je crois que ça y est, aujourd'hui tout le monde a bien compris les enjeux, on est vraiment sur un élément charnière de se dire maintenant vraiment qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place pour justement répondre aux enjeux Voilà, quel débit objectif d'étiage on se fixe demain, quels moyens on peut avoir. Le président en parlait, effectivement, on a aujourd'hui des retenues de soutien d'étiage où on a contractualisé des volumes et qu'on paye des volumes pour pouvoir soutenir les étiages. Demain, il y a des renouvellements de concessions qui vont se voir. Quelle est la capacité de négociation? Quel est le nouveau contrat? Quels volumes seront disponibles? Et vous avez parlé des volumes, mais quel débit aussi de réinjection on pourra avoir. Donc ça, c'est de véritables enjeux pour demain. Pour les collectivités, vous êtes nombreux élus à être dans la salle, c'est aussi quand on crée une station d'épuration, aujourd'hui, c'est une station d'épuration qui va vivre pendant 30 ou 40 ans. Si je fais 30 ou 40 ans, on est en 2050 ou en 2060, avec des conditions telles que je viens de les rappeler, 50% d'eau en moins. Donc quel niveau de rejet, quel niveau de traitement on va se donner dans ces stations d'épuration qui sont aujourd'hui, mais qui vont vivre pendant plusieurs années sur le territoire. La gouvernance adaptative, alors là, c'est agir à la bonne échelle. Bon, mais là, moi, je peux que rendre hommage effectivement aux syndicats qui travaillent sur la gouvernance, qui effectivement, on l'a vu, il y a encore du travail sur l'aval, vous avez fait beaucoup, vous êtes passé sur des choses opérationnelles. Donc, écoutez, je crois que sur le territoire, c'est bien, il faut, c'est parfait, il faut continuer. Et il faut capitaliser, effectivement, et on sera à vos côtés par rapport à toute cette partie aval qui reste encore à fédérer. Au aménagement du territoire, non. Voilà. Je reviens, il y a un grand... Je ne vais pas balayer tous les sujets parce que je suis trop long, mais vous aurez les diaporamas. Juste peut-être revenir sur l'imperméabilisation des sols et le ruissellement pluvial. Je pense que là, il y a un vrai enjeu. Vous êtes peut-être certains engagés maintenant dans les programmes Petites Villes de demain ou alors Cœur de Ville pour revitaliser les bourgs. Et souvent, la plupart du temps, il y a une place, il y a des endroits. Et il faut savoir que voilà, aujourd'hui, il y a possibilité de réfléchir, et l'agence peut accompagner là-dessus, sur voir comment on peut désimperméabiliser certains endroits. Parce que derrière, ça veut dire moins de ruissellement, moins d'eau pluviale à gérer, moins de problèmes aussi à l'aval sur soit la qualité des milieux, soit les milieux, donc les milieux aquatiques. Donc je pense qu'il y a un enjeu particulier. Et donc si je devais insister aujourd'hui sur ça, c'est pas que les autres sujets sont pas importants, mais peut-être là, il y a un enjeu particulier avec des projets qui sont en train de se développer. Miser sur la nature, là c'est un sujet sur lequel le syndicat travaille depuis des années et sait faire, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il est évident que quand on parlait d'augmentation de la température, un milieu qui est avec de la ripisylve, boisé, justement, se réchauffe moins vite que d'autres endroits où il n'y aurait aucune végétation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces sujets, mais voilà, un milieu fonctionnel, c'est un milieu qui épure mieux l'eau. Ça veut dire que ce lien, on disait, on ne rentre pas dans le petit cycle, mais finalement, pour moi, il n'y a qu'un cycle de l'eau. Une rivière, à un moment donné, elle reçoit des effluents.
de stations d'épuration, et à un moment donné, il y a aussi de l'eau potable qui vient d'être prélevée. Et donc si dans ce milieu, il est le plus fonctionnel possible, ça veut dire qu'il épure mieux, c'est-à-dire que la température est plus fraîche, c'est-à-dire que voilà, il y a des bénéfices aussi pour les collectivités sur le plan du petit cycle. Développement plus économe, peut-être un zoom sur l'agriculture, parce que notre bassin international, mais c'est un tiers des agriculteurs de France, c'est 50% de sa surface du bassin qui est occupée par de la surface agricole utile, et donc en termes d'aménagement du territoire, c'est particulièrement important. Alors ça ne l'est pas que sur un plan d'occupation des sols, c'est sur un plan économique aussi, puisque le chiffre d'affaires du monde agricole et de l'agroalimentaire est supérieur à celui de l'aéronautique, est supérieur à celui du tourisme. Donc on a tout un intérêt sur notre bassin d'Aude-Garonne à travailler avec le monde agricole pour conforter cette activité et améliorer justement la partie sur les milieux aquatiques. Et donc vous avez plusieurs mesures qui ont été déclinées dans ce plan d'adaptation au changement climatique, avec certaines qui sont plus ou moins faciles. Et on est bien d'accord que de réfléchir sur des filières agricoles plus vertueuse sur la gestion des intrants, ça prend du temps parce qu'il faut structurer une filière, il y a des enjeux économiques forts et donc ça part de l'exploitation jusqu'au distributeur. Donc là aussi, on s'est engagé là-dessus, ce qui pourrait paraître un peu plus loin côté agence de l'eau et de ses prérogatives premières, mais on est particulièrement justement impliqué maintenant dans ça pour essayer de travailler vers cette transition agroécologique qui est nécessaire sur notre bassin. Donc je ne développe pas plus. Peut-être le système polyculture élevage, je vous en ai entendu parler, on a mis en place aussi des paiements pour services environnementaux qui sont là pour rémunérer les services qui rendent les agriculteurs pour la société, selon des types d'exploitation qui sont plutôt sur la polyculture élevage. Et donc on est assez fiers de ce dispositif et de mettre en avant aussi ce type d'agriculture sur le bassin, qui est en voie de réduction sur notre bassin. Bien évidemment, ce modèle économique, il est valable aussi pour le monde industriel, pour les collectivités. On pourra en reparler, mais je n'ai pas fait de développement plus que ça aujourd'hui. Et enfin, il y a aussi sécuriser la ressource, je dis, parce qu'il faut faire tout ce qui est nécessaire sur ces solutions fondées sur la nature, sur le bon fonctionnement des milieux, mais on voit que, vu l'enjeu face au changement climatique, il est nécessaire qu'on puisse conforter les volumes d'eau qu'on a pour le soutien d'étiage sur le bassin Ardot-Garonne, voire aller plus loin sur certains secteurs en créant et sécurisant cette ressource. Donc on a des enjeux forts, je le disais, sur le renouvellement des concessions, mais plus généralement, il faut qu'on arrive à travailler, je veux dire, avec toutes les parties pour qu'on arrive à dégager les bonnes solutions sur les territoires. Et évidemment, quand on parle de Charente-Maritime, qu'on parle de Pyrénées-Atlantiques ou qu'on parle de territoire sur Tarn-Aveyron, les solutions ne sont pas les mêmes. Donc c'est bien en gardant un débat local et territorial qu'on arrive à dégager des solutions et surtout à être d'accord. Ce qui n'est pas facile dans le domaine de l'eau puisque, enfin voilà, il n'y a pas plus loin, mais on voit qu'il est très dur d'avancer sur la gestion de l'eau aujourd'hui. Et enfin, connaître, innover là-dessus. On voit qu'on connaît pas mal de choses sur le diagnostic, mais je crois que les solutions de demain encore ne sont pas toutes inventées. Et on veut aussi, au travers de ce PACC et de notre conseil scientifique, pouvoir mobiliser, on va dire, le monde de la recherche, le monde économique, pour trouver les meilleures solutions pour répondre à ce défi. Là encore, où tout n'est pas noir, mais là encore, je ne vais pas paraphraser les paroles du président tout à l'heure. On sait ce qui nous attend. Je pense qu'on est tous heureux de vivre dans ce territoire du Grand Sud-Ouest et du Tarn-Aveyron où c'est très agréable. Faisons en sorte que ça le reste pour demain, donc pour nous, mais aussi pour les générations futures.